Bonjour, mon nom est Siegfried Matelet. Bienvenue à ce deuxième cours de l'Université populaire sur l'extrême droite québécoise. Alors, on va essayer de reprendre à peu près où on était rendu la semaine dernière, c'est-à-dire j'avais commencé à faire un exposé chronologique du développement de l'extrême droite depuis la Deuxième Guerre mondiale et on s'était rendu à peu près jusqu'aux années 2000. Donc maintenant, je vais reprendre ce portrait et je vais peut-être y aller un peu plus par zone géographique pour qu'on voit comment se développe cette extrême droite contemporaine. Vous êtes bien sûr conviés à aller voir ou à cliquer sur les liens que vous devez pouvoir trouver pas loin de la vidéo là, qui indiquent les différentes cartographies qui ont pu être faites de l'évolution de l'extrême droite en Europe par pays, donc des cartographies que vous retrouvez sur les sites du Figaro ou sur le site Toute l'Europe. Voilà. Donc, je vous réfère à ça pour pouvoir suivre un peu l'exposé que je vais commencer à faire maintenant. À partir des années 2000, donc, on va assister, si on veut, à un certain succès ou une certaine percée des partis d'extrême droite parlementaires, en même temps qu'un renouvellement des groupuscules, si on veut, qui participent à la scène d'extrême droite. 2000 est l'année où, en Autriche, le FPE entre au gouvernement, enfin, gouvernement de coalition, hein. Le FPE, parti de Georg Haider, donc qui est un parti qui a aussi été mêlé ou eu des liens avec des anciens participants au régime nazi en Autriche pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a évolué par la suite vers un discours comme j'ai eu l'occasion de le montrer, là, qui a évolué au cours des années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale vers un discours anti-immigration, opposé à l'immigration de couleur, pour parler ainsi, et qui se développe en Autriche, dû à la proximité avec les Balkans, qui devient aussi anti-islam assez tôt, à partir de 1995, les réfugiés venant de l'ex-Yougoslavie sont identifiés comme étant musulmans. Et donc, la rhétorique met aussi l'accent beaucoup plus sur les différences culturelles et sur cette idée d'incompatibilité entre les cultures qui va vraiment triompher au courant des années 2000 au sein de l'extrême droite. 2000 aussi, un tournant, si les années 2000... tout à fait, au tout début des années 2000, donc 2001, 11 septembre 2001, vous avez un attentat à New York contre le World Trade Center. Donc, New York, grande ville américaine, centre de l'Empire américain où est située la bourse, donc centre du capitalisme mondial qui est touché par un attentat terroriste islamiste. Donc, ça nous met, ça confronte les gens, ça amène à voir que la scène internationale a changé et que les pays, la plus grande puissance mondiale peut être attaquée par des gens qui se réclament, à tort ou à raison, de l'islam, donc à tout un mouvement salafiste qui s'est développé aussi. Ça va entraîner un grand changement, si on veut, dans la politique mondiale, puisque les États-Unis vont se voir confrontés à ce choc, vont intervenir et vont devoir expliquer aussi la situation à laquelle ils sont confrontés. Et pour ça, deux mythes vont être principalement mis de l'avant. Un qui existait de longue date et qui est le mythe qui permet toujours aux États-Unis d'agir unilatéralement, c'est-à-dire le mythe de la destinée manifeste, voulant que les États-Unis sont bénis par Dieu et incarnent un peu, si on veut, le développement de la divine providence voulue par Dieu, ce qui fait qu'eux, ils n'ont pas trop à demander l'avis de qui que ce soit avant d'agir, ils peuvent toujours se permettre d'agir unilatéralement. Un autre mythe qui est sollicité pour expliquer les événements qui ont lieu le 11 septembre 2001, c'est le mythe du choc des civilisations. Enfin, c'est la thèse du choc des civilisations qui va devenir un peu un mythe à travers sa récupération par le discours ambiant. Donc, c'est une thèse qui veut qui pose les problèmes de la géopolitique mondiale comme étant fondée sur l'existence de différents blocs de civilisations. Ces civilisations ayant un socle de valeurs qui se transmet à travers le temps, qui est plus ou moins immuable, hein, et qui sont incompatibles entre elles, faisant en sorte que ça crée des troubles et des difficultés à la cohabitation entre les gens qui appartiennent à ces différentes cultures.
Donc, le choc des civilisations va être mis de l'avant pour expliquer les troubles qui affectent la géopolitique internationale au moment où se produisent les attentats du 11 septembre. Ça va donc, cette idée du choc des civilisations va donc être reprise abondamment par les différents groupes d'extrême droite pour promouvoir ce nouveau discours raciste qui met l'accent sur les différences culturelles et qui juge qu'il y a des valeurs incompatibles appartenant à chaque culture et que les membres de chacune de ces cultures sont ainsi influencés, ce qui crée des difficultés de cohabitation entre eux. Alors, si vous me permettez de prendre maintenant une façon géographique d'exposer le problème, excusez-moi, on va partir par la Scandinavie où des partis populistes ont vu le jour, enfin, se sont développés depuis le milieu des années 90. Où on commençait à avoir beaucoup plus de succès. Et même si ces partis peuvent paraître libéraux ou ultra-libéraux à certains points de vue, social ou économique, ils se mettent à cibler les politiques d'immigration, à cibler l'immigration elle-même et à cibler la visibilité des musulmans dans l'espace public. Ainsi, en Norvège, vers les années 2000, on assiste à la formation d'un comité d'action contre les appels à la prière qui va devenir plus tard le Forum contre l'islamisation. On se situe là le 11 septembre 2000, donc un an avant les attentats du 11 septembre, pour vous montrer qu'il y a déjà un climat qui se met en place, qui va être propice à recevoir la thèse du choc des civilisations et c'est un beau lapsus, la thèse du choc des civilisations et qui va pouvoir ainsi la radicaliser et la diffuser. Donc, la proposition d'interdire les appels à la prière est reprise par le Parti du progrès norvégien. Ça passera, il va en faire un projet de loi qui ne passera pas, mais ça va lui permettre d'avoir des scores électoraux importants, notamment d'avoir 22% des voix en 2005, 22,9% des voix en 2008. Et malgré une certaine chute en 2013, il va pouvoir entrer au gouvernement dans une coalition de gouvernement. Donc, le fait d'entrer dans une coalition de gouvernement, ça permet à ces partis d'avoir une certaine influence sur le discours de l'État lui-même et d'avoir une influence sur la politique européenne, donc pour la tourner vers un euroscepticisme ou vers une politique plus ou opposée à la formation de l'Europe. Ça va être aussi l'occasion de faire valoir des politiques anti-immigration et des politiques pour plus de sécurité, la sécurité passant bien sûr par un frein à l'immigration. Ce modèle n'est pas unique à la Norvège, il va se retrouver aussi au Danemark. Au Danemark, où en 2004 va se créer une petite association qui s'appelle Stop Islamization of Denmark. Enfin, le nom devait être en danois, excusez-moi. Mais ce modèle de Stop Islamization a été étendu et est devenu une vraie marque de commerce. Ça a donné lieu à Stop Islamization of Europe la même année et quelques années plus tard à Stop Islamization of America. Donc c'est un modèle que vous retrouvez de l'Australie jusqu'à l'Alaska et vous pouvez même, enfin il me semble que j'ai vu ça pendant le débat sur la charte, rencontrer une page contre l'islamisation de la côte nord. Donc vous voyez que le modèle s'exporte tout à fait partout. Vous avez aussi donc au Danemark et en Suède ce type de parti qui se met à remporter des scores électoraux plus importants et à pouvoir influencer sur les gouvernements en place. En France maintenant, en 2002, donc, vous avez le FR qui réussit à atteindre, le Front National, pardon, qui réussit à atteindre le deuxième tour des présidentielles. Ce qui crée un certain traumatisme parce qu'on ne s'imaginait pas qu'un parti de Jean-Marie Le Pen allait réussir à percer l'électorat à ce point et à prendre une telle place dans la politique française. Et après les élections, quand le 14 juillet donc 2002, il y a un attentat contre Jacques Chirac.
Alors, l'auteur de cet attentat serait relié à des réseaux de la fachosphère qu'on voit apparaître, c'est-à-dire l'auteur de cet attentat serait relié à des réseaux d'extrême droite qui évoluent sur Internet, autant qu'il aurait été lié au groupe Unité radicale qui sera dissous la même année. Donc, je vous reparlerai un peu plus tard de la formation de la fachosphère, de l'influence que peut avoir l'extrême droite en ligne. Mais retenons pour l'instant que 2002, donc le groupe Unité radicale est dissous et le bloc identitaire va voir le jour quelques temps plus tard avec des gens qui sont encore actifs aujourd'hui comme Philippe Vardon ou Fabrice Robert et que l'on retrouve aujourd'hui proche du Front national français aussi. Ces nouveaux groupes, enfin ce groupe de blocs identitaires, dans une grande mesure, manifeste ou, oui, démontre l'influence que pu avoir la nouvelle droite depuis qu'elle s'est développée dans les années, depuis 1968, depuis les années 70. Ça démontre notamment l'influence qu'on voit, c'est que ces groupes-là ne font plus deux choses. D'une part, ils essayent de faire évoluer le discours et d'autre part, ils essayent de faire évoluer les moyens. Donc, ils ont compris que les attentats et les actions violentes, ça pouvait amener à la dissolution de leur groupe et ce n'était pas productif. Ils se sont dit, on va plutôt aller vers des moyens comme l'action directe et prendre des moyens qui vont donner une grande visibilité médiatique pour nous aider à lancer nos idées dans le débat public. D'autre part, ces idées-là aussi sont fortement marquées maintenant par le différentialisme culturel, donc par cette idée d'incompatibilité entre les cultures. On aura l'occasion de revenir au cours suivant sur ces discours et d'en faire une analyse un peu plus approfondie. Mais donc, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a réactualisation du discours d'extrême droite à partir des années 2000 avec la formation de ces groupes identitaires qui ont de l'influence non seulement en France, mais aussi en Allemagne, en Autriche, et qui vont entretenir des liens avec des groupes néofascistes en Italie comme Casa Pound, et qui vont aussi influencer ou servir de modèle à des groupes de l'extrême droite ou de l'alt-right américaine. Entre autres, à Charlottesville, on a pu voir des groupes porter les couleurs ou le petit drapeau des identitaires, qui est la lettre lambda grecque, là, jaune sur fond noir. Et on a également pu voir que la campagne qu'ils ont lancée il y a 2 ans maintenant, donc ce groupe a lancé une campagne qui s'est appelée Defend Europe, dans laquelle ils ont mis à la mer un bateau et sont allés directement à la rencontre, enfin c'était le projet, d'aller directement à la rencontre des bateaux de demandeurs d'asile qui traversaient la Méditerranée pour les stopper et les enjoindre de rebrousser chemin. Cette opération-là a été financée, entre autres, sur les réseaux sociaux, là où chacun peut donner, mais le financement a été relayé parmi les groupes américains de l'extrême droite et parmi les groupes même néo-nazis américains. Donc, le fait d'aller prendre un bateau pour stopper les demandeurs d'asile dans la Méditerranée a servi de prétexte, si on veut, à réseauter ces extrêmes droites. Et bien sûr, l'opération a été couverte aussi par des YouTubers qui sont américains aussi, ou aussi une Canadienne très en vue dans ces milieux-là d'Amérique du Nord, qui est Lauren Southern, qui a couvert donc cette opération menée par les identitaires et par Casa Pound. Donc, on a là des nouveaux groupes qui sont mis sur pied, mais qui bénéficient des réseaux qui avaient déjà été établis par à la fois des membres de la Nouvelle Droite ou des membres d'ordre nouveau avant, c'est-à-dire des nationalistes révolutionnaires qui avaient commencé à eux aussi se mettre en contact sur le même modèle qu'avaient pris avant eux les anciens collaborateurs et les anciens nazis. Donc, on voit qu'il y a non seulement une continuité dans la structuration de l'extrême droite, mais qu'on voit qu'elle se mondialise elle aussi et qu'elle a maintenant des liens transatlantiques.
qui est très intéressant, si vous me permettez, pour juste anticiper un peu, parce qu'il faut quand même présenter ça pour bien comprendre l'extrême droite contemporaine, mais donc anticiper un peu sur l'analyse de discours. Ce qui a été entrepris par la nouvelle droite et ce qui est continué par les nouveaux mouvements qu'on voit aujourd'hui, c'est l'idée d'une entreprise métapolitique plus que politique. Donc leur idée n'est pas nécessairement d'avoir des gains électoraux directs et à court ou moyen terme, mais leur idée est d'influencer la culture à moyen et long terme afin de faire basculer le centre de gravité politique vers la droite. Voilà, pour dire le centre d'équilibre de la politique est dans chaque pays, de plus en plus vers la droite et vers une formule, disons-le franchement, anti-égalitariste, donc qui s'oppose à toutes les politiques d'égalité, qui s'oppose à leur ancrage dans la philosophie des droits de l'homme comme telle, hein, qui s'oppose à la mondialisation néolibérale aussi et à l'immigration pour mettre de l'avant des thèmes comme la préférence nationale et la valorisation de l'identité. Tout ça, bon, voilà pour la France. Allons voir maintenant aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, depuis les années 2000 aussi, et depuis 2002, à vrai dire, on a un nouveau modèle de discours qui s'affirme avec la liste de Pim Fortuyn. Pim Fortuyn étant, disons, quelqu'un qui peut s'afficher comme qui est un ancien libéral, qui est un homosexuel affiché et qui s'est mis, si on veut, à défendre ces valeurs-là contre ou à opposer, si on veut, ces valeurs-là avec l'islam en prenant pour interlocuteur un imam plutôt communautarien avec des vues qui sont les siennes et qui lui a permis de, disons, créer un antagonisme entre le respect des droits des homosexuels, le respect du droit des femmes, le respect de la sécularisation aux Pays-Bas ou de ce qui devient la laïcité dans l'environnement francophone. Et donc, de monter comme ça plusieurs antagonismes par cette sorte de mise en scène. Pim Fortuyn a été assassiné vers 2003 par quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques et des motivations plus ou moins écologiques, mais pas forcément cohérentes avec son geste. Mais surtout, dans l'année suivante, vers 2004, il y a eu l'assassinat de Theo van Gogh, donc un réalisateur néerlandais qui préparait un film pour le moins critique sur l'islam. Et lui a été assassiné par quelqu'un qui se réclamait de prétentions ou de vues religieuses musulmanes. Donc, il a aussi laissé une liste de prochains sur sa liste de prochains à assassiner, quoi. Et sur cette liste, il y avait une personnalité comme Ayaan Hirsi Ali et un autre que vous connaissez peut-être, qui est Geert Wilders, qui a donc repris, si on veut, la rhétorique de Pim Fortuyn, qui l'a fait évoluer au sein du Parti de la Liberté. Donc, Geert Wilders est aussi un ancien libéral. Et il va reprendre donc toute la rhétorique anti-islam, demander l'interdiction du Coran et demander, sinon l'interdiction, la censure de certains passages dans le Coran et s'exposer par diverses formules ou propos enflammés à plusieurs poursuites en diffamation ou pour avoir tenu des propos racistes. Alors, certains, il va être acquitté, d'autres, il va être condamné, mais à chaque fois, sa popularité a continué de grimper, ce qui fait qu'il occupe un rôle, disons, et une présence, disons, incontournable dans la scène politique aux Pays-Bas. Et non seulement ça, mais il va aussi contribuer à vendre la recette ailleurs. Donc, Geert Wilders va faire plusieurs voyages en Allemagne, en Angleterre, où est-ce qu'il va vendre son modèle. Et on aura l'occasion, quand on sera aux États-Unis, de voir qu'il a contribué aussi à mettre sur pied une certaine industrie, ou à fournir un discours à toute une industrie de l'islamophobie qui s'est mise sur pied aux États-Unis.
Si on va voir du côté de l'Autriche, on voit que déjà depuis 86, le FPÖ de Jörg Haider a eu un certain succès, et il a eu un certain succès en développant une rhétorique identitaire également. Donc l'idée de Heimat ou de patrie qui est mise de l'avant, l'idée bien sûr de patrie assiégée et à protéger contre qui? Toujours contre l'immigrant et par la suite contre l'immigrant, la figure du musulman. Il y a donc, le FPÖ va donc rentrer dans une coalition gouvernementale en 2000, de 2000 à 2005. Et on a là aussi un modèle donc, de parti populiste très tôt qui réussit donc très tôt à s'imposer et qui va servir de modèle donc, pour les autres, notamment le Front national français. Mais un des vieux modèles de l'extrême droite en France, si on évolue maintenant, si on passe de l'Autriche à l'Italie, c'est très certainement le mouvement social italien Flamme tricolore, qui est devenu par la suite l'Alliance nationale et qui s'est fondu dans la coalition de Berlusconi. Donc, le mouvement social italien a été fondé par des anciens collaborateurs de Mussolini, de la République sociale italienne là, que Mussolini a tenue de 1943 à 1945. On peut dire dans le cas de la MSI que puisqu'il est parti d'anciens fascistes affirmés pour se fondre dans une coalition berlusconienne qui s'est en quelque sorte déradicalisée au cours du temps, mais aussi qu'il a réussi à passer son discours sur la scène politique, passer certains éléments de son discours sur la scène politique italienne, notamment le côté anti-immigration. Dans la déclaration et le côté anti-musulman aussi. Dans la déclaration du 28 septembre 2001, dans une déclaration du 28 septembre 2001, Berlusconi déclarait, il faut être, donc après les attentats du 11 septembre, il faut être conscient de notre suprématie, de la supériorité de la civilisation occidentale. Il disait dans le discours qu'il fallait occidentaliser le monde et que l'Occident continuera de s'imposer au peuple. Donc on voit un peu la ligne qui est suivie par le chef de l'État, là, où il y a carrément une supériorité occidentale qui est affirmée et une volonté de l'imposer au monde qui est affirmée. On a aussi, donc parmi la coalition berlusconienne, la Ligue du Nord qui est un parti séparatiste de longue date, qui évolue en Lombardie et dans la région de Venise, qui a réclamé pendant longtemps l'indépendance de la Padanie, donc une région formée de ces deux sous-régions-là, qui n'a jamais eu d'unité comme telle, quoi, mais bon. Voilà. Et son discours est passé de discours indépendantiste de plus en plus à un discours anti-immigration. Enfin, d'abord contre les Italiens du Sud, et puis ensuite, avec beaucoup de préjugés contre les Italiens du Sud, et ensuite contre l'immigration et contre l'islam. Donc, contrairement au MSI, là, on assiste à un parti qui est indépendantiste et qui se radicalise, disons, vers un discours d'extrême droite au fil du temps. Et bien sûr, il y a tous les groupuscules néofascistes qui évoluent autour du mouvement social italien pendant un grand bout de temps. Et dans cette idée dans cette voie de déradicalisation, si on veut, du MSI, vous savez, entre ceux qui décident de jouer le jeu parlementaire et de mettre de l'eau dans leur vin pour pouvoir jouer le jeu parlementaire, disons que leur mouvement crée des mécontents et que ces mécontents se séparent et forment d'autres petits groupuscules. C'est pour ça qu'on a des groupuscules beaucoup plus ouvertement néofascistes qui voient le jour et dont Casa Pound est un des exemples contemporains les plus explicites, quoi. Donc, Casa Pound, Casa, c'est la maison Pound du nom de Ezra Pound. Donc, en 2003, des militants ont décidé de saisir un immeuble au centre de Rome et d'en faire un squat, finalement, et où ils allaient accueillir des gens, des Italiens, c'est très clair, des Italiens qui sont victimes,
si on veut, de la crise sociale à l'époque et dans leur discours victimes du capitalisme mondialisé. Donc, Casa Pound va ouvrir un squat et recevoir des victimes de la, ben oui, je crois qu'on peut le dire honnêtement, des victimes de la crise du logement qui sévit à cette époque-là. Et dans son squat va se développer différents services sociaux comme des visites médicales, des distributions de nourriture et des choses comme ça. Donc là, on voit que on se situe dans une lignée où on interprète le fascisme comme non pas comme un régime, hein, mais comme un mouvement. Et c'est ainsi qu'on remet de l'avant. Et bon, j'aurai l'occasion d'en parler plus longuement quand on rentrera dans les discours et les idéologies. Mais c'est comme ça qu'on remet de l'avant le fascisme sous un angle favorable. Alors voilà pour l'Italie. Et donc le mouvement Casa Pound, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire, influence ici le groupe formé autour de Légitime Violence, le groupe Atalante au Québec. Voilà. Où enfin il y a eu aussi des invités de Casa Pound, des membres de Casa Pound qui ont été invités par la Fédération québécoise de souche qui leur a donné la parole. Donc ça nous ramène un peu au Québec pour voir bien le lien avec ce qui se passe au Québec aujourd'hui. En Allemagne, maintenant, si on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, depuis le nazisme, l'extrême droite était marginale et souterraine. Bien sûr, certains étaient réunis autour du Parti national allemand ou NPD. Toute une autre frange de l'extrême droite, elle, est passée à la clandestinité parce qu'en Allemagne, il y a des lois assez restrictives sur le fait de... Il y a des lois restrictives contre les partis antiparlementaires et contre le fait de s'afficher comme nazis ou fascistes. Donc, ceux qui tiennent absolument à cette idéologie doivent œuvrer dans la clandestinité. Ces idéologies d'extrême droite aussi ont été influencées en Allemagne par toute la scène rock anticommuniste qui, partant de l'Angleterre, a essaimé, hein, et des maisons de production aussi ont ouvert le jour en Allemagne pour faire ce genre de musique rock passant les messages nazis ou d'extrême droite et par la suite black metal passant un peu le même message aussi. Donc, on se retrouve avec toute une série d'attentats qui ont eu lieu dans les années 80-90 en Allemagne, essentiellement des centres pour réfugiés qui sont brûlés, notamment à Rostock, qui va faire beaucoup de victimes. Et on vise donc là les réfugiés et l'immigration turque. On va découvrir en 2011 que, donc on arrête souvent aussi en Allemagne des gens qui sont un peu des têtes brûlées, qui commettent plusieurs attentats, des groupuscules comme ça. Mais en 2011, on va arrêter les membres, 3 membres, donc une femme et 2 hommes, qui avaient œuvré de 1998 à 2011 et étaient responsables de plusieurs attentats et de plusieurs meurtres aussi. Alors, ça a choqué l'opinion publique allemande et ça a soulevé la question de savoir si ces gens-là, pour pouvoir œuvrer comme ça pendant 13 ans dans la clandestinité, n'avaient pas bénéficié de complicité ou de protection de gens établis dans les services policiers ou dans le système judiciaire. Donc là, ça a soulevé la question de voir quelle est la taille exactement et l'importance de l'extrême droite clandestine qui soutient des meurtres et des attentats comme ça. Et l'Allemagne a été très choquée de découvrir ça. Mais il faut dire donc que c'est la situation dans laquelle on évolue. Et en même temps, la politique centriste ou la politique des partis centraux en Allemagne est aussi influencée sinon par l'extrême droite, par une droite conservatrice extrêmement radicale qui a aussi reçu l'influence de la nouvelle droite française. Donc, on a eu un débat dans la fin des années 80, un débat d'historiens, mais qui mettait en jeu le souvenir de l'Allemagne, la mémoire de l'Allemagne face à ses soldats tombés sur le front Est. Donc, on voit que c'est aussi un thème qui permet à des gens qui sont d'extrême droite de dire oui, mais vous savez, le régime nazi n'était pas si mal, il y a des bonnes personnes qui ont participé, et voilà. Donc, c'est un thème qui est un peu sensible et qui permet à l'extrême droite de se
de faire valoir son point sous des discours qui eux-mêmes peuvent paraître pas nécessairement d'extrême droite. Donc, suite à l'assassinat de Theo Van Gogh et le scandale des caricatures aussi en 2005, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais vous avez sûrement noté qu'il y avait eu dans un journal, Jyllands-Posten, journal danois si je ne me trompe pas, des caricatures qui avaient été demandées pour exprimer, si on veut, ce que les gens pensaient de l'islam et de Mahomet. C'est un journal qui était déjà assez teinté à droite et on a pu voir que ce débat, enfin, a ébranlé la société là-bas aussi sur place et que ça a suscité la réaction des sociétés du Moyen-Orient. Donc, c'est-à-dire que d'un côté, il y a le journal qui disait qu'il pouvait bien faire ces caricatures-là. Et de l'autre côté, il y a un refus de condamner de la part des autorités publiques et politiques. Et devant le refus de condamner de la part des autorités politiques, il y a des contestataires, donc musulmans principalement parce qu'ils sont choqués par ces caricatures-là, qui s'organisent et qui ont pu monter tout un mouvement de protestation dans les pays arabo-musulmans, ce qui crée encore une fois, ou ce qui renforce l'idée de deux cultures incompatibles qui n'arrivent pas à deux cultures qui n'arrivent pas à se comprendre et qui seraient éventuellement incompatibles entre elles, l'une défendant le respect de l'image du prophète et l'autre défendant bien sûr la liberté d'expression. Donc tout ça, ce sont des débats qui influencent le climat européen et qui fait en sorte qu'on a des débats aussi en Allemagne, puisque déjà que j'étais, sur la culture phare, ce qu'on a appelé la Leitkultur en allemand, donc qu'on traduit généralement par la culture phare. Et on voit que ça aussi, c'est des débats qui permettent à des gens qui font partie de l'extrême droite, qui ont une conception nettement ethno-pluraliste ou différentialiste de mettre de l'avant leur vue. Et de prendre part au débat qui a secoué non seulement l'Allemagne, mais différents pays, c'est-à-dire de prendre part au débat sur le multiculturalisme. Donc, pas que tous ceux qui prennent part à ce débat ou qui se critiquent le multiculturalisme soient d'extrême droite, sauf que ce qui est remis de l'avant dans ce débat-là, c'est l'idée que les sociétés fortement homogènes sont plus stables que des sociétés qui connaissent la diversité. Donc, pour des gens qui sont déjà ethno-pluralistes ou déjà dans la logique du différentialisme culturel, bien sûr, ça leur permet de s'activer et de faire valoir leur thèse et de progresser. En 2011 aussi, vous avez eu la thèse de Thilo Sarrazin, qui est un ancien conservateur, mais qui a soumis une thèse extrêmement problématique dans un livre qui peut se traduire par le suicide allemand ou Deutschland schafft sich ab, qui est que l'immigration faisait baisser le quotient intellectuel des Allemands, finalement. Donc, je vous laisse en juger. Mais tout ça, c'est un climat dans lequel peuvent se développer des groupes liés à l'extrême droite, dans lequel peut se développer un parti qui a été mis sur pied là aussi au courant des années 2000, dont vous avez entendu parler dans les dernières élections allemandes, qui est Alternative für Deutschland, qui est aussi teinté à l'extrême droite. Et c'est aussi dans ce climat-là que, peu vers 2014, se met sur pied un groupe comme Pegida, qui est exclusivement fondé sur le refus de l'immigration musulmane et essentiellement, voilà. Tout ça dans un climat de crise migratoire ou de migration. Ou des demandeurs d'asile qui affluent vers l'Europe, où ce fait très médiatisé. Si on va maintenant en Angleterre, essayer de voir comment l'extrême droite se porte là-bas, donc dans un système qui ne valorise pas la proportionnelle, mais plus le biparlementarisme. Alors, si vous voulez, on va prendre une pause et on revient dans 2 minutes. Voilà, désolé pour ce dérangement. Alors, pour voir comment évolue l'extrême droite en Angleterre, dans ce pays qui ne connaît pas la proportionnelle, mais un système uninominal à un tour qui favorise bien sûr le bipartisme,
ou qui l'a favorisé longtemps, on peut constater que les partis d'extrême droite ont nettement moins d'influence ou remportent nettement moins de scores. Le British National Party et le National Front ont eu très peu de présence électorale. Par contre, ce qui est intéressant de noter en Angleterre, c'est l'évolution de différents groupuscules qui, depuis 2009, avec la création de l'EDL, donc l'English Defence League, vont se mettre à s'approprier et à reprendre et à diffuser ce fameux discours populiste ou néo-populiste ciblant essentiellement l'islam. Ce même discours qu'on a vu percer en Scandinavie et être très efficace aux Pays-Bas. Donc, Stop Islamization of Europe va venir en Angleterre vers 2004. Va s'installer en Angleterre vers 2004. Et là, ce sont vraiment des petits groupuscules, des gens proches du British National Party qui vont, si on veut, fournir le modèle avec quelques activistes notoires qui vont aussi se mettre en ligne et commencer à avoir une rhétorique anti-musulmane en ligne. En 2009, par contre, va se fonder l'EDL, l'English Defence League. Et alors là, on va assister à des événements, donc des manifestations, à une forme d'action, d'activisme réel, pas seulement en ligne, contre l'immigration musulmane et contre le multiculturalisme. Et donc le fait que celui-ci permette à la population musulmane d'origine immigrée de se retrouver en Angleterre et notamment pour des circonstances qu'on ne va pas expliquer ici, mais de se retrouver dans certains quartiers. Et donc, ils vont cibler les quartiers où il y a une forte présence musulmane et aller faire un peu de la provocation là, avec un discours disant qu'ils sont bel et bien, ce sont des gens qui s'opposent donc à l'égalité homme-femme, aux valeurs traditionnelles de l'Angleterre, et qui sont des vecteurs de crimes et de terrorisme. Et donc, ce genre de manifestation-là va essaimer ou va avoir beaucoup de succès. C'est un modèle qui va se faire en Angleterre et qui va finir par avoir de l'influence sur le discours de différents partis centristes ou sur le discours, ou du moins sur la mentalité des populations. On voit que cette nébuleuse donc, qui se crée en Angleterre se développe aussi en ligne et c'est comme ça qu'elle va influencer l'auteur des attentats d'Oslo en 2011. Donc en 2011 à Oslo, en Suède, quelqu'un qui décide de faire des attentats au centre-ville et de se diriger sur une île en périphérie où se tient une réunion du parti, disons, travailliste norvégien, si on peut traduire ainsi, et de tirer sur tous les jeunes qui sont là dans ce camp politique. Alors, le meurtrier a laissé une espèce de brique dans laquelle il essaie d'expliquer ses motivations de façon plus ou moins claire et plus ou moins confuse, mais toujours est-il qu'il cite les réseaux anglais qui sont liés à l'EDL, qui va citer, disons, un mouvement anti-athéiste qui dans une large mesure, stigmatise aussi, contribue à la stigmatisation des musulmans. Et on voit bien que tous ces contacts qu'il a eus, ou sa pensée s'est formée essentiellement à partir des contacts qu'il a eus en ligne. Donc on voit là que ce qui se passe dans le milieu anglais, même si ça n'a pas une répercussion directement sur les partis politiques là-bas, ça peut quand même avoir une répercussion aussi dans la rue et une répercussion internationale à cause des communications maintenant qui évoluent sur la toile. Alors aux États-Unis d'Amérique maintenant, si on se permet de traverser l'océan, ce qu'on voit donc, et j'avais commencé en disant qu'après les attentats de 2001, ils avaient mis de l'avant la thèse du choc des civilisations et que cette thèse avait été reprise ou avait permis à l'extrême droite de faire valoir elle-même son ethnopluralisme et son idée différentialiste, donc de cultures qui sont incompatibles entre elles. Cependant, l'extrême droite aux États-Unis, les États-Unis sont aussi un pays avec
un système politique donc, qui défavorise les petits partis. Donc, ce qu'on trouve, ce sont deux partis majeurs qui sont représentés, le Parti démocrate et le Parti républicain. Quand George Bush va lancer l'idée ou va faire sienne l'idée du choc des civilisations, il prend soin de dire qu'il ne cible pas nécessairement les musulmans. Bon, on peut critiquer, faire l'analyse de ce discours et tout ça, sauf que ce qui se passe, ce qu'on constate, c'est que l'extrême droite américaine va surtout se mettre à s'activer avec l'élection d'Obama en 2008. Ce qui se passe, ou la dynamique qu'on constate aux États-Unis, c'est que ces groupuscules-là sont beaucoup plus actifs quand il y a des démocrates qui sont au pouvoir. Une des craintes étant toujours que les démocrates amendent les règlements sur les armes et viennent leur enlever leurs armes. Donc ça, c'est toujours partie un peu du background là-bas, de l'arrière-plan là-bas. Par contre, quand Obama est élu, ce qui se met sur pied, c'est donc voilà, commencer un peu avant. Déjà, vers la fin des années 90, ce qui se met sur pied aux États-Unis, c'est tout un mouvement de milices avec les Minutemen et des gens qui décident, donc qui profitent déjà des lois américaines, qui sont lourdement armés, qui sont friands de théories du complot, quand ce ne sont pas des théories du complot qui sont elles-mêmes antisémites, croyant donc que le gouvernement central américain est influencé par ou occupé, selon l'expression Zog, Zionist Occupied Government, est occupé donc par des Juifs qui, pour corrompre la belle société américaine, ont introduit le libéralisme et voire des visées socialistes et permis une immigration de masse, la légalisation de l'avortement et diverses mesures qui font en sorte que maintenant, ce serait les Blancs qui seraient en danger, quoi. Bon, face à tout ça, face à cette façon de voir les choses, beaucoup de mouvements de miliciens, dont les Minutemen, prennent en main de défendre eux-mêmes la frontière américaine contre une immigration jugée porteuse de criminalité et autres défauts. Donc, ces milices, donc, je l'ai dit, fonctionnent énormément à la théorie conspirationniste. On va les voir aussi de plus en plus prendre des gestes contre le gouvernement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de différentes occupations qu'il y a eu, notamment au Malheur Wildlife Refuge. Donc, c'est un refuge sur un parc national où ces gens-là se plaignent de ne pas pouvoir, je crois que c'était couper du bois ou faire paître leurs animaux sur des terres qui appartiennent à l'État, où des Amérindiens auraient également des prétentions. Donc, ils ont décidé de les occuper eux-mêmes et ils contestent l'autorité du gouvernement fédéral de les en chasser. Ils ont une conception aussi extrêmement locale du pouvoir. Donc, pour eux, le pouvoir local peut élire son shérif et mettre le gouvernement et les autorités fédérales dehors et décider de faire un peu ce qu'ils veulent. Et c'est le fait que cette autorité locale-là ne soit pas respectée qui fait en sorte que les États-Unis est entre les mains donc, de ce gouvernement tel que je l'ai décrit, qu'il voit tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Alors, ça fait en sorte qu'il y a plusieurs affrontements. Ça fait en sorte aussi que maintenant des rapports sont sortis dernièrement montrant que l'extrême droite était responsable d'une majorité de meurtres de policiers ou d'attentats violents contre des policiers aux États-Unis, spécialement à cause de cette vision anti-gouvernement fédéral. On assiste aussi en 2010 quelque chose qui va peut-être favoriser le développement de ces mouvements-là, qui est un changement dans les lois électorales américaines. Parce qu'il faut se demander qui est-ce qui finance aussi aux États-Unis, qui est-ce qui permet à ces groupes-là de s'activer, qui est-ce qui les finance et leur permet de passer leur message. On constate donc qu'il y a des gens qui sont ultra riches, des multimillionnaires américains, qui financent non seulement des théories conspirationnistes, la diffusion, c'est-à-dire de théories conspirationnistes, et des groupes d'extrême droite.
Alors, on peut penser au Rosenwald, au Mercer et à d'autres qui vont financer ces mouvements-là et qui se sont mis à financer aussi depuis 2010 toute une industrie de l'islamophobie aux États-Unis. Alors, je vous avais parlé de Geert Wilders qui faisait la promotion de son modèle néopopuliste, hein, Geert Wilders, le néerlandais à la chevelure platine. Alors, il a été invité à plusieurs reprises aux États-Unis en 2008, 2009, 2010 ou autour de ces dates-là. Mais ce qu'il faut savoir, donc, c'est qu'à cette époque, en 2010 plus précisément, se met sur pied toute une campagne contre un centre culturel, ce qu'on va appeler Park 51, qui serait une mosquée ou un centre culturel construit un peu trop près de Ground Zero, donc du lieu où ont eu les attentats du 11 septembre. Et ça va servir à certains activistes à dire, voyez comment sont ces adeptes de l'islam, ils sont non seulement conquérants, terroristes et impénitents en plus, ils viennent fêter leur victoire en plein sur... donc voilà un peu la vision que ces gens-là promeuvent. Et grâce à l'aide de certains financiers, ils vont pouvoir mettre sur pied des publications, aussi utiliser l'Internet, faire des vidéos qui vont distribuer gratuitement à travers différentes publications, différents journaux, qui vont démoniser les musulmans. Toujours sur l'idée que ces gens-là sont déterminés par leur culture, qui est fondée sur des valeurs incompatibles avec les nôtres, ou avec celles qui seraient celles de notre ensemble civilisationnel, et qui les encourage à être barbares, criminels, terroristes et j'en passe. Donc on leur attribue toute une série de défauts sur la base du fait qu'ils proviennent de la culture, ou qu'ils adhèrent à une culture dans laquelle on retrouve l'islam. Et ce qui est important de constater pour comprendre la dynamique actuelle, c'est que ce mouvement-là va être très influent pour rendre une forme de racisme respectable. C'est-à-dire qu'il va être très influent pour promouvoir l'idée que les musulmans appartiennent à un ensemble civilisationnel qui est incompatible avec le nôtre, ce qui est quand même une forme de racisme parce que ça amène à vouloir avoir des lieux séparés pour vouloir faire en sorte que les deux ensembles culturels évoluent séparément. Donc, c'est une opposition, disons, à leur présence et leur visibilité à l'intérieur de la société américaine. Et c'est ce qui va motiver le fait qu'il y ait plusieurs oppositions à des projets de mosquées aux États-Unis depuis 2010 et aussi qu'il y ait tout un mouvement de projets de loi anti-charia. Alors, on est là aussi encore un peu dans la crainte, voire dans la paranoïa. On a peur que les juges bénéficiant de l'indépendance judiciaire favorisent l'implantation de la charia aux États-Unis. Ils ne veulent pas condamner des gens sous prétexte que les exactions qu'ils commettent sont commises au nom de la religion. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui se fait aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de fondement factuel à tenir un tel discours. Mais peu importe, les gens qui ont même rédigé ces projets de loi-là, parce qu'il y a un modèle de projet de loi qui s'est retrouvé dans plusieurs projets de loi soumis aux États et aux législatures des États des États-Unis, hein, et bien la personne qui a rédigé ça dit c'est pas vraiment grave, même si ces lois-là passent pas, même si elles sont pas fondement. L'important, c'est de parler de l'islam et d'en parler comme un problème. Donc, on voit que c'est des moyens qui servent uniquement à faire une certaine rhétorique, et que même s'il n'y a pas d'effet à court terme, le but, c'est d'influencer la politique américaine à moyen ou long terme. Et on peut croire que ça a donné des résultats, puisque tout ce mouvement islamophobe, cette industrie de l'islamophobie a réussi à convaincre, disons-le comme ça, toute une série de politiciens républicains. Et le Tea Party, à toute fin pratique, hein, les membres du Tea Party ont été plutôt acquis à cette idée-là et ont aidé à faire passer la rhétorique islamophobe, qui est bien une rhétorique raciste et d'extrême droite à l'intérieur de toute une frange du parti républicain que Trump a su rallier. Et que Trump a su rallier en même temps qu'il faisait des appels du pied hein, par toutes sortes de stratégies de dog whistle, comme on dit en anglais, donc en utilisant des mots codes qui font référence à tout un
une littérature, un discours d'extrême droite, il a réussi à rallier tout le mouvement des birthers, donc de ceux qui contestaient le fait qu'Obama soit un citoyen américain hein, et qui, par cette contestation, faisait valoir aussi qu'il pouvait être un musulman, hein, donc appartenir à une civilisation incompatible avec la nôtre. C'est ça qu'il y a en arrière-plan de sous-entendu. Eh bien, Trump a su faire l'appel du pied à ces gens-là, autant qu'il a su faire des appels du pied aux membres des milices et aux membres de l'alt-right, qui sont les membres de l'alt-right, un peu les gens qui ont appartenu au mouvement nazi américain ou national-socialiste américain que j'ai eu l'occasion de décrire dans le premier cours autour de la chronologie. C'est ce mouvement de l'alt-right qui va se diviser donc entre, si on prend la désignation que chacun des groupes prend lui-même pour désigner l'autre et le conspuer, va se diviser entre une alt-right qui essaye donc de se rapprocher le plus possible du pouvoir, qui est prête à mettre de l'eau dans son vin pour se rapprocher du pouvoir, parmi lesquels on va trouver les gens actifs autour de Breitbart News comme Steve Bannon, autour desquels on va trouver Robert Spencer qui a longtemps évolué autour d'un groupe d'extrême droite et qui a fondé qui a fondé la revue Alt-Right après avoir longtemps fréquenté les cercles paléoconservateurs de Paul Gottfried. Voilà, permettez-moi de prendre une petite gorgée. Eh bien, je crois que ça nous permet maintenant de passer à la naissance de la fachosphère et ça va peut-être permettre de mieux expliquer la naissance de l'alt-right. Alors, la fachosphère ou l'industrie de la réinformation, si on peut l'appeler ainsi, a vu le jour à la fin des années 90. Si on peut prendre un repère, je dirais qu'en 1996 déjà, le Front National a été le premier parti politique français à entrer en ligne. Donc déjà là, on voit que les milieux d'extrême droite, particulièrement ou peut-être parce qu'ils se sentent mal représentés par les médias, hein, qui sentent que les médias, les politiciens forment un système qui est uni entre lui et retourné contre eux, ont tout de suite décidé d'avoir, ont longtemps essayé de voir comment est-ce qu'ils pouvaient les contourner, ou contourner le filtre médiatique qui donnait une mauvaise image à leur message et communiquer directement avec la population. Donc le Front National s'était déjà essayé avec différents moyens, notamment des cassettes audio et des choses comme ça, et avec l'arrivée de l'Internet et des nouveaux moyens technologiques, et bien alors là, il va pouvoir vraiment se mettre en ligne et utiliser donc les développements de ce qui devient l'Internet pour passer son message. Alors, ensuite, au début des années 2000, il va y avoir tout un réseau qui va, si je prends pour commencer le monde francophone, il va y avoir tout un réseau qui va se mettre en place et qui va lui-même un peu s'autonomiser même du Front National et être capable de passer son propre message et même parfois de se constituer en groupe de pression sur le Front National ou sur d'autres partis politiques établis. On retrouve très tôt, donc à la fin de l'année 90, le site SOS Racaille qui se met sur pied. Je regarde si j'ai la date ici. Malheureusement. Donc, vous avez Joël Sambuy qui met sur pied tout un réseau qui s'appelle au début Liberté TV, SOS Racaille, et qui va, non pardon, un réseau qui s'appelle au début caméléon.org et qui va devenir par la suite SOS Racaille et Liberté TV. Donc, dans caméléon.org, c'est un réseau qui est quand même qui évolue sur le dark web et qui est aussi criminalisé dans le sens où vous allez pouvoir trouver là des armes, des faux papiers et des théories d'extrême droite. Et Joël Sambuy semblant évoluer à la frontière de ces différents milieux, à l'intersection de ces différents
Vous avez donc SOS Racaille qui va être en lien avec différents groupes plus ou moins violents d'extrême droite et qui va être notamment en lien avec l'auteur de l'attentat contre Jacques Chirac. Donc, dans le livre La fachosphère, que vous pouvez retrouver et acheter certainement dans une bonne librairie comme Zone Libre peut-être ou autre, vous trouvez la thèse qui est développée à partir de services de renseignement et tout, comme quoi il y aurait eu des contacts assez serrés entre Joël Sambuy d'SOS Racaille et l'auteur de l'attentat contre Chirac. Donc, vous voyez, là, c'est aussi un élément qu'on a qui nous montre bien les liens entre l'évolution des idées d'extrême droite en ligne et la commission d'actes violents, des attentats, des choses comme ça, qui sont commises. On avait déjà eu l'exemple avant avec Oklahoma City, où l'auteur était proche des milieux d'extrême droite aussi. On a eu l'exemple ensuite ici avec l'auteur de l'attentat contre Jacques Chirac. On a eu l'exemple très médiatisé du tueur d'Oslo, hein, qui a commis aussi cet attentat en Norvège. Donc, on voit que la fachosphère, même si elle évolue dans le monde virtuel, elle a bel et bien les retombées dans le monde réel. Français de souche aussi, qui est un réseau qui a été mis sur pied fin des années 90, début 2000, et vous pouvez voir que le nom lui-même est ce qui a influencé le nom de Québécois de souche qu'on retrouve ici, fondé vers 2000, fondé vers 2011, si je me 2007, si je ne me trompe pas, Québécois de souche. Alors, voilà, vous voyez qu'il y a des influences qui passent, la toile est poreuse, hein, et son influence traverse les frontières. Vous avez aussi, donc j'en ai parlé, du développement de l'industrie de l'islamophobie, mais qui va être très actif en ligne avec des sites comme Jihad Watch ou comme Atlas Shrugged de Madame Gabrielle. Vous retrouvez un peu l'équivalent de ces sites islamophobes. C'est-à-dire que la stratégie qui est prise dans ces sites-là, c'est souvent non pas de produire du contenu, mais de relayer du contenu. De relayer du contenu qui a un peu toujours la même orientation ou qui vous met toujours en relief, toujours des conflits entre, disons, qui met toujours en relief, c'est facile, le terrorisme islamique ou salafiste. Alors, partant de là, ça contribue à faire valoir l'idée d'une incompatibilité entre nos sociétés et les cultures d'inspiration d'origine musulmane. Vous avez, donc le modèle fonctionne ici quand vous regardez des sites comme Point de bascule ou Poste de veille, on vous met des nouvelles qui sont extrêmement orientées. Donc c'est clair que quand vous lisez ça, quand ça devient votre référence, vous avez aussi une vision orientée du monde. Parfois, on développe en essayant de tisser des liens souvent cousus de fil blanc entre différents individus, ce qui donne aussi une image conspirationniste quoi, de l'évolution de la politique. Et tout ça nous sert à promouvoir, bien sûr, des positions politiques qui sont souvent impérialistes à l'extérieur et liberticides à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on veut augmenter les services de sécurité, la surveillance sur les populations, bien sûr, en priorité sur les populations musulmanes, parce que ce serait elles qui seraient responsables du terrorisme. Aux États-Unis, vous avez aussi le développement de Liberty Web, de Breitbart News, InfoWars, Stormfront, qui sont tous des moyens de diffuser en ligne la rhétorique de l'extrême droite. Vous me permettez ici de regarder quelques dates. Donc, Stormfront a été mis sur pied déjà en 95. Donc, on voit qu'il y a une certaine antériorité là. Vous avez Vanguard News Network, qui est aussi un réseau qui transmet les thèses d'extrême droite, qui a été mis sur pied en 2000. Et vous avez, ah oui, très important, en 2003, le lancement de 4chan, donc 4chan qui va devenir un réseau d'échange pour des joueurs en ligne et dont va se détacher ce que certains vont appeler une manosphere, donc une blogosphère de la haine masculiniste, pour dire les choses comme ça en français. Et bien sûr, le fameux Breitbart, attendez,
Je l'ai vu ici, créé en 2007, donc ça va être seulement plus tard, dans les années, au début des années vers 2012, je crois 2012, c'est ça que Bannon va reprendre le contrôle de Breitbart News et qui va le radicaliser encore plus. Voilà. Alors, vous voyez que ça, ce sont des créations assez récentes hein, et en même temps assez influentes. Parmi les YouTubers aussi, vous avez des YouTubers qui sont en ligne, des parler de Lawrence Southern et ça vaut la peine de regarder aussi dans ceux qui sont assez qui marche, quoi, qui ont le vent dans les voiles. Un petit site qui s'appelle Identity Europa. Pourquoi? Parce que Identity Europa, là, c'est tout de suite dans la récupération du discours identitaire européen. Hein, et on voit que c'est le genre de discours qui a le vent dans les voiles ces jours-ci. Alors, ce qu'on retrouve sur la fachosphère, c'est bien sûr très divers. Vous avez des thèses conspirationnistes en tout genre. Hein. Vous avez bien sûr les influences qu'on retrouve. C'est d'une part l'idée de Batia, d'une islamisation de l'Europe. Voilà, c'est des littératures qui influencent ces gens-là. Et c'est aussi les différentes théories conspirationnistes américaines, aussi l'autre nouvelle éléments littéraires qui dépeignent une vision apocalyptique du futur, plongée dans la haine raciale, où les Blancs sont victimes de toutes sortes d'assaillants et doivent se réfugier dans le nord-ouest des États-Unis pour créer une république indépendante. Donc c'est un mythe qui alimente l'idée de séparatisme blanc et de nationalisme blanc qu'on retrouve là. Alors, voilà qui nous permet de faire qui nous a permis, j'espère, de faire un petit portrait géographique de l'extrême droite et de l'extrême droite contemporaine et de comprendre un peu mieux les jalons qui amènent au développement récent de l'extrême droite, tels qu'on a pu les voir à la télévision à Charlottesville ou tels qu'on peut les voir au Québec avec différents groupes qui sont nés dans les dernières années et qui eux aussi manifestent publiquement. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour regarder peut-être un peu plus en détail les éléments de discours et revenir sur les façons de définir l'extrême droite. Merci beaucoup.